Donc nous avons le plaisir de recevoir Jean-Guy Talamone dans le cadre ou plutôt dans le prolongement d'une thèse de doctorat qui a été soutenue il y a quelques mois, en décembre 2012. Et donc je voudrais signaler le tour de force qui consiste en quelques mois à pouvoir disposer de ce document, Littérature et politique en Corse, qui est publié aux éditions Albiane, sous-titré Imaginaire national, société et action publique, et qui est en quelque sorte le cadre scientifique universitaire de la conférence qui sera prononcée aujourd'hui. C'est essentiellement de pensée politique corse que nous allons parler aujourd'hui. Donc, on parle souvent de la spécificité corse, et c'est vrai que cette spécificité a une dimension politique, c'est le moins. La pensée politique corse, puisqu'il y a une pensée politique corse, a traversé les siècles et elle a conservé, ce faisant, ses traits fondamentaux. Alors elle est, en tout cas c'est ma proposition, elle est liée à la pensée chrétienne et à la tradition italienne, y compris dans le réalisme machiavélien, dont elle peut faire preuve par moment. Alors, Machiavel, bien entendu, il n'est pas réductible au machiavélisme, bien entendu. C'est un grand penseur et c'est un penseur républicain. Ça n'est pas seulement le mauvais conseiller des rois, des princes. Voilà, donc nous y reviendrons. Donc la pensée politique corse a développé ses singularités et notamment au cours de la révolution corse du XVIIIe siècle, qui a été un grand moment. Cette révolution corse du XVIIIe siècle a structuré durablement la pensée politique corse, comme la Révolution française a structuré la pensée politique française. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. C'est reconnu par les penseurs, les politiques. Je pense notamment à Vincent Peillon, l'actuel ministre français de l'Éducation nationale, qui est aussi un philosophe, qui a écrit en 2008 un livre intitulé « La Révolution française n'est pas terminée ». Et il nous explique, bien sûr, ce dont nous ne pouvons pas douter, que la Révolution française a structuré jusqu'à aujourd'hui la pensée politique française. Et la Révolution corse, je disais qu'elle avait structuré la pensée politique corse. Oui, ce qu'on a l'habitude d'appeler le paolisme, alors c'est un peu réducteur, nous y reviendrons à mon avis, mais effectivement, le paolisme, ça résume quand même ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, même s'il s'est passé beaucoup de choses avant. Et le paolisme, aujourd'hui, il y a un tiers du paysage politique qui s'en réclame, je dirais de manière explicite. Ce sont les mouvements nationalistes, le mouvement national. Et puis le paolisme, il a bien entendu pénétré les autres courants politiques. En Corse, les courants dits traditionnels. On pourrait revenir sur ce mot qui est aussi contestable, mais enfin, on a bien vu, par exemple, en 2007, avec l'anniversaire de la mort de Paoli, la commémoration a donné lieu à une espèce de concurrence mémorielle entre la CTC, le Conseil général, l'université. Mais l'université avait des droits évidents, puisque c'est l'université de Paoli. Bon, les mouvements nationalistes, bien sûr. Donc, on voit vraiment que Paoli, aujourd'hui, et sa pensée, et la pensée, je dirais, révolutionnaire corse, a beaucoup d'impact encore aujourd'hui dans le paysage politique. Alors, la question, c'est que ces deux révolutions qui ont donné lieu à deux pensées, ce sont des révolutions qui ont des caractères qui sont très spécifiques et très différents. La Révolution française, un auteur important que vous connaissez, Hannah Arendt, s'est penché sur ses caractéristiques dans le cadre d'une comparaison avec la Révolution américaine. Alors Hannah Arendt ne s'est pas penchée sur la Révolution corse, mais elle s'est penchée sur la comparaison entre Révolution française d'une part, Révolution américaine de l'autre. Elle nous dit quoi, Hannah Arendt ? Elle reprend d'ailleurs largement des traits qui avaient été pointés par Burke, donc philosophe britannique et homme politique, dès les premiers mois de la Révolution française, puisque lui, il a publié en 1790, donc une espèce de prophète. Bon, j'en reviens à Hannah Arendt, qui reprend les points et qui les développe. Elle nous dit quoi ? Elle nous dit, premièrement, la Révolution française a été fondée sur la notion d'égalité. Alors que la Révolution française a été fondée sur le mot d'ordre de liberté.
Et elle en tire des conséquences effectivement importantes, puisqu'elle dit que c'est vrai que la situation sociale de l'Ancien Régime était une situation où la misère sévissait, où la société était très peu homogène, et cette notion d'égalité a pu entraîner un certain nombre de dérives, lorsque c'est devenu l'égalitarisme par tous les moyens. C'est ce que dit Hannah Arendt. Alors qu'elle nous dit que la société américaine, elle était plus homogène socialement, et donc son mot d'ordre, ça a été liberté. Après, ensuite, elle nous dit que la Révolution française a été fondée sur des abstractions, comme la notion de volonté générale. Alors, la volonté générale, bon, elle a été analysée par les spécialistes de la science politique, par les philosophes. Bon, la volonté générale de Rousseau, lorsqu'elle est lue par Kant, c'est une chose, mais quand elle est lue par Robespierre, c'est un petit peu différent. Et ça veut dire quoi, finalement? Ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes la Convention, nous incarnons le bien public à travers la volonté générale. Bon, comme l'ont fait remarquer un certain nombre d'auteurs, notamment François Furet, qui a beaucoup travaillé sur les révolutions françaises, François Furet nous dit, bon oui, mais à partir du moment où on décide qu'on est porteur de l'intérêt général, le bien public, à travers la volonté générale, eh bien, il n'y a plus d'adversaires politiques, il n'y a plus que des obstacles à balayer. Bon, et là, on fait marcher la machine que vous savez de manière frénétique. Alors, effectivement, Hannah Arendt dit ces abstractions, comme la volonté générale, ont eu un certain nombre d'inconvénients. Et elle nous dit la Révolution américaine n'a pas manié des abstractions. Elle a, au contraire, recherché des équilibres de pouvoir. Et elle précise que les pères fondateurs américains étaient des disciples de Montesquieu, bon, plus que les révolutionnaires français. Alors ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence, c'est la fameuse politique de la table rase, c'est-à-dire la rupture totale avec la tradition, notamment la tradition religieuse. Hannah Arendt nous dit, bon, lorsque l'on veut une rupture totale avec la tradition, c'est vrai que ça peut donner, à un moment donné, des hommes déracinés, c'est un petit peu ce qu'on a dit, l'homme Prométhée, qui finalement n'a plus personne au-dessus de lui. Bon, on dit que le roi de France, même s'il était de droit divin, il avait au moins... quelqu'un avait dit un supérieur hiérarchique, ce qui était Dieu. Mais là, on n'a plus personne au-dessus. Il y a l'homme et puis plus rien au-dessus. Donc, et Hannah Arendt nous dit, c'est pour beaucoup cette idée qui est responsable des dérapages, pour le moins, de la Révolution française. Alors voilà les trois points qui sont mis en avant par Hannah Arendt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transposer ce raisonnement à la comparaison entre la Révolution française et la Révolution corse. C'est vrai que la Révolution corse, elle n'a pas été faite sur le mot d'ordre d'égalité, elle a été faite sur le mot d'ordre de liberté. Lorsque vous prenez les textes fondamentaux comme la justification de Salvini, la justification de la Rivoluzione dei Corsica, qui a été publiée à l'époque de Paoli en 1758, eh bien, on trouve plusieurs dizaines d'occurrences du mot liberté. On ne trouve libertà, bien sûr, en italien, c'est écrit en italien. On ne trouve pas donc de ugualita, bien sûr, à la même, je dirais, avec la même fréquence. Loin de là, très loin de là. Le deuxième point également, les abstractions. Les Corses, qui sont largement, à cette époque-là, dans la tradition politique italienne, se méfient des abstractions. Et c'est une notion qui est très importante, je dirais, dans la querelle entre les Lumières françaises et les Lumières italiennes. Les Lumières italiennes se méfiant des abstractions. Et c'est vrai que les révolutionnaires corses n'ont pas mis en œuvre des abstractions, mais ont recherché des équilibres de pouvoir comme les Américains. C'est vrai que les responsables corses de l'époque étaient aussi des lecteurs de Montesquieu. On sait que Paoli a lu Montesquieu ainsi que son entourage. Ça a certainement joué un rôle. Le maître de Paoli, Genovese, nous y reviendrons, avait lui-même traduit l'esprit des lois de Montesquieu en italien, donc à Naples. Tout ça, c'est très intéressant de voir comment Paoli, finalement, lui a recherché des équilibres de pouvoir. Ça lui a même été reproché, et notamment dans les années 70, par certains intellectuels qui disaient « Mais Paoli a installé son État, mais il a composé avec les clans. » Il a composé avec les clans. Alors, vous savez ce qu'on appelle les clans, même si c'est impropre sur le plan anthropologique, puisque, vous savez que la notion anthropologique de clan, c'est la référence à l'ancêtre commun. Donc, moi, je prétends qu'en Corse, on doit dire, on est Ubertide, on dit en Corse, le parti, évidemment, pas au sens du parti politique, mais le mot clan me paraît tout à fait déplacé, ce que certains anthropologues nous ont finalement reconnu récemment dans certaines discussions. Toujours est-il que Paoli a composé avec les partis.
Il a composé parce qu'il savait bien que la société corse était composée de cette manière et que s'il avait décidé de détruire les partis, il aurait détruit le tissu culturel corse à l'époque. Donc il a recherché des équilibres de pouvoir, y compris dans la création de son État. Et donc la troisième différence, donc, c'est la question de la rupture avec la tradition. Et les révolutionnaires corses n'ont consommé aucune rupture avec la tradition, surtout pas la tradition religieuse. Ce sont des théologiens qui ont créé la doctrine corse avant Paoli, vous savez, la fameuse consulte des théologiens d'Oritz, et puis ensuite Nadal, Salvini. Bon, donc ce sont des théologiens. Et Paoli, qui était pour un État laïque, au sens le plus neutre possible, un État séculier, qui était bien pour séparer la religion et les affaires publiques, mais cela dit, n'était pas pour l'éjection du fait religieux. Et donc, les Corses, de manière générale, n'ont pas véritablement apprécié les persécutions religieuses, notamment au moment de la Convention. Donc, c'était même une des pommes de discorde donc, entre les conventionnels français et la Corse. Donc, on voit vraiment que ce raisonnement d'Hannah Arendt peut être transposé à la différence entre Révolution corse et Révolution française. Et finalement, on se rend bien compte que ces deux révolutions si différentes, la française et la corse, n'ont pu que donner des pensées politiques très très différentes. Alors, les origines de la pensée politique corse, je dirais même de la tradition politique corse. Alors, j'évoquais la consulte des théologiens d'Oritz. C'est vrai que c'est un moment très important, puisque à une époque où la théorie du droit divin s'impose sur l'ensemble de l'Europe, eh bien, les Corses ont à justifier leur révolte contre le prince, qui en l'espèce est une république. Mais la théorie du droit divin s'applique évidemment à la République de Gênes. Alors les Corses, ils doivent expliquer qu'ils s'en prennent aux Génois, mais qui ne bouleversent pas l'ordre des choses. Et surtout qu'ils ne sont pas de mauvais chrétiens. C'est pas évident. C'est pas évident à cette époque-là, parce que c'est vrai que c'est Bossuet qui domine. C'est pas seulement en France, la théorie du droit divin. Bon. Alors il faut expliquer aux Français que les Génois sont vraiment des princes particulièrement détestables, mais que, bien entendu, le roi de France, lui, est très bien. Il faut expliquer aussi à Rome qu'on est de bons chrétiens et qu'on ne veut pas remettre tout en cause, tout ce qui fait les fondements de la chrétienté en Europe. Et donc, il faut bien trouver une explication. Alors, cette explication, elle va être trouvée à partir de la doctrine thomiste. Et c'est vrai que Thomas d'Aquin permet, donc explicitement, Thomas d'Aquin et ses successeurs, ses commentateurs et ses successeurs, comme notamment Suarez, Thomas d'Aquin permet donc de renverser le prince lorsqu'il devient un tyran. À plus forte raison s'il est tyran dès le départ, ce qu'on appelle le tyran d'usurpation, c'est-à-dire celui qui s'empare du pouvoir. Mais alors après, il y a le tyran d'exercice, c'est celui qui devient tyran dans un deuxième temps. Et alors, qu'est-ce que nous disent les révolutionnaires corses, les théologiens d'Oritz et ceux qui les suivent? Ils disent, mais nous, on aurait bien obéi au prince, mais le prince est devenu un tyran. Alors, ce faisant, les théologiens d'Oritz font semblant d'appliquer la doctrine thomiste, sans rien y changer. Et ils ne veulent surtout pas donner l'impression d'y changer quoi que ce soit. Et pourtant, ils bouleversent la doctrine thomiste. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce moment, chaque fois qu'on a appliqué cette théorie du tyran d'exercice, eh bien, ça a été pour des motifs religieux. On pense notamment à l'affaire du roi Jacques Ier d'Angleterre, pour des motifs religieux, mais jamais pour des motifs séculiers. Or, les Corses se rebellent contre Gênes pour des motifs qui sont des motifs séculiers. La mauvaise administration de la justice, les impôts, des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Ils ne prétendent pas que les Génois sont des hérétiques. Ils ne disent pas ça. Donc en fait, ils font semblant de ne rien changer, mais ils ont bien conscience qu'ils sont en train de changer beaucoup de choses. Ils n'ont pas suffisamment de force pour dire, voilà, nous, on pense que c'est comme ça. Non, ils disent, nous, vous savez, on est de bons chrétiens, on applique la doctrine de saint Thomas. Thomas, c'est la référence absolue. Mais, comme l'ont fait observer un certain nombre d'auteurs récemment, parce que jusqu'à il y a très peu de temps, on avait l'impression que les Corses avaient apporté une contribution pratique importante à l'époque, au XVIIIe siècle, une contribution pratique aux Lumières. Mais aujourd'hui, je crois que ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que les Corses, avant d'apporter cette contribution pratique avec la création de l'État paolien, eh bien, ont apporté une contribution théorique aux Lumières. Parce qu'à partir du moment où on dit le peuple renverse le prince devenu tyran pour des motifs d'ordre séculier et non pas religieux, eh bien, c'est tout simplement la naissance de la modernité politique et c'est la naissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Alors, je disais que les Corses s'inspirent de Thomas d'Aquin et de la doctrine de Thomas d'Aquin qui est le droit naturel. Alors le droit naturel à l'époque, au XVIIIe siècle, avant et encore au XVIIIe siècle, c'est l'école de Salamanque qui est en pointe sur ce sujet très important. L'école de Salamanque, vous savez que c'est une école espagnole, c'est une université très importante, puisque c'est elle qui avait conduit à la fameuse controverse de Valladolid. Hein. Donc c'est au moment où, sur la colonisation et sur la façon de traiter les Indiens. Non pas sur le fait qu'ils ont une âme ou pas, hein, parce que ça, c'était pas du tout le vrai sujet de la controverse de Valladolid. Mais enfin, je referme la parenthèse. Salamanque, c'est très important dans la chrétienté. Et en fait, les Corses sont en relation avec les universités espagnoles, avec Salamanque, avec Alcalá. Au moment où Paoli appelle Mariani, Antonio Mariani, hein, donc, qui a donné son nom au campus, au moment où il l'appelle pour être recteur de la nouvelle université de Corte, eh bien, il est où? Il est à Alcalá, il est en Espagne. Bonfilio Elfucci, le secrétaire de Paoli, qui est aussi très important, lui, il a été professeur à Salamanque et à Alcalá. Donc on voit que les Corses, à ce moment-là, participent à cette scolastique, qu'on a appelée la scolastique tardive ou la seconde scolastique. Ils participent donc à cette école du droit naturel, parce que Salamanque a été la première école à théoriser la notion moderne de droit naturel. Ensuite, il y aura les protestants, qui sont très connus, Grotius, Pufendorf. Et dans les années 70 et 80, les auteurs corses disaient la chose suivante. Ils disaient, mais en fait, c'est vrai que Nadal et Salvini citent beaucoup les auteurs catholiques espagnols, mais en fait, c'est parce qu'ils sont catholiques et qu'ils sont obligés de les citer pour ne pas se mettre en délicatesse avec le Saint-Siège. Mais ils nous disent, notamment Arrigue et Castelin, dans les années 80, ils nous disent, mais en réalité, les vrais inspirateurs, ce sont les protestants, Grotius, Pufendorf. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Grotius et Pufendorf apparaissent rétrospectivement comme des stars. Et les auteurs catholiques de la seconde scolastique, eh bien, on dit, oh, ça sent un peu le Moyen-Âge, quoi. Mais aujourd'hui, à notre époque, eh bien, ces auteurs catholiques sont considérablement réévalués par les chercheurs. Et on se demande bien pourquoi les Corses, c'est pour ça que je conteste moi personnellement cette théorie donc, qui avait cours dans les années 70 et 80 en Corse, au terme desquels les Corses se seraient inspirés des protestants et non pas des catholiques. Non, il n'y avait aucune raison pour que les Corses s'inspirent de la copie protestante au lieu de s'inspirer de l'original catholique, étant catholiques eux-mêmes et participant à la seconde scolastique. Donc je crois que ça, c'est un point qui est important, et pas seulement pour la Corse, hein, ce qui se passait à l'époque à travers cette école du droit naturel. Alors Pascal Paoli donc devient général de la nation, comme vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, en 1755. Et à ce moment-là, donc la théorie dont je parlais à l'instant, elle est déjà fixée. Elle est fixée depuis le début de la Révolution. Elle est fixée depuis la consulta d'Orizza, c'est-à-dire 1731. Ensuite, il y a eu le Disingano de Nadal. Et donc, cette théorie, elle existe déjà. Ce n'est pas Paoli qui l'invente, mais Paoli la reprend à son compte. Il reprend la doctrine qui a été élaborée depuis le début de la Révolution. Et donc, cette doctrine est confirmée par la justification qui est faite par Salvini, un proche de Paoli. Et Salvini reprend exactement la doctrine donc, telle qu'elle est exposée dans les textes antérieurs, et notamment le Disingano. Mais Paoli, qui a un État à construire, va apporter sa propre réflexion. Il reprend la doctrine antérieure, mais il apporte sa propre contribution. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de se pencher sur la formation intellectuelle de Paoli, c'est-à-dire son éducation, bien sûr, mais également ses lectures. Et Paoli, on sait qu'il a été éduqué à Naples. À Naples, et Naples, à l'époque, c'est véritablement un centre des Lumières italiennes. L'école napolitaine est très importante. Alors, on sait aujourd'hui, de sources sûres et convergentes, que Paoli a eu pour maître Genovesi. Alors, Genovesi, aujourd'hui, dans les universités françaises, il n'est pas étudié. Mais Genovesi, c'est un personnage qui fait partie des 4 ou 5 plus importants des Lumières italiennes. Avec Beccaria, bon, que les juristes connaissent, ceux qui sont en droit, ont entendu parler de Beccaria, parce qu'effectivement, il a joué un rôle important, notamment s'agissant de la matière pénale. Avec Muratori,
qui est aussi un grand des Lumières italiennes, avec Giannone, et puis avec Vico, Giambattista Vico, qui est un géant. Alors lui, en France, il est un peu plus connu parce qu'il a été notamment repris par Michelet. Alors Genovesi, le maître de Paoli, lui, c'est intéressant de voir, parce que pour voir un petit peu comment Paoli a pu être influencé dans sa politique, c'est intéressant d'aller voir ce qu'a écrit Genovesi. Bon, ce qui n'a pas été fait beaucoup jusqu'à présent. Et Genovesi, il a des textes qui sont publiés en italien, qui n'ont jamais été traduits en français, et qui sont très intéressants. Par exemple, sur la question religieuse, Genovesi, qui est un ecclésiastique, a cependant une position équilibrée. Il distingue entre pouvoir civil et pouvoir ecclésiastique, nettement, mais il rejette toute attitude anti-religieuse, alors que c'est une attitude qui est très répandue à l'époque des Lumières. Donc vous voyez, cette attitude équilibrée, ça va être celle de Paoli, pendant son généralat, c'est-à-dire un État laïque, séculier, mais sans éjection du fait religieux. Sur la question de l'éducation, Genovesi, qui est, comme je le disais, un personnage très important des Lumières, il répond à Rousseau. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'un texte de Rousseau, qui est assez connu, qui s'appelle « Le discours sur les sciences et les arts ». Et dans ce discours, donc, Rousseau dit que les sciences et les arts ont corrompu l'homme, qui, comme chacun sait, est naturellement bon. C'est la position de Rousseau. Genovesi, qui est un personnage de dimension comparable à Rousseau, écrit lui aussi un livre pour répondre à Rousseau. C'est une polémique. Et il intitule ironiquement son livre, alors je traduis en français, « Lettre académique sur le point de savoir si les ignorants sont plus heureux que les savants ». Bon, vous voyez avec cette ironie mordante que Genovesi n'est pas du tout d'accord avec Rousseau, et Genovesi, lui, nous dit quoi ? Il nous dit beaucoup de choses, mais entre autres sur la question de l'éducation, il nous dit que l'éducation, c'est la condition de l'émancipation des individus, et c'est la condition également de l'émancipation des communautés, des peuples. Donc on voit là aussi de quel côté va pencher Paoli au moment de son généralat. Paoli a placé l'éducation au centre de sa politique publique. Et il est du côté de Genovesi, il n'est pas du côté de Rousseau. Voilà, donc on pourrait aller plus loin et on pourrait aller voir Giambattista Vico. Pourquoi ? Parce que Giambattista Vico, c'est toujours l'école de Naples. Et c'est le maître de Genovesi. Donc c'est le maître du maître de Paoli. C'est intéressant de voir la généalogie des idées politiques. Et Vico, il est connu pour s'être opposé à Descartes, en disant, bon, c'est très bien de manier des abstractions, la philosophie, la métaphysique, très très bien, mais on ne peut pas appliquer dans la pratique les abstractions comme ça. Vous voyez, on en revient à ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Il dit, il faut toujours vérifier ce qui se passe dans la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Vico ? Vico nous dit, voilà, il faut marcher sur deux jambes. Il faut, d'un côté, la philosophie, avec ses abstractions, qui va conduire au verum, c'est-à-dire au vrai, donc, et d'un autre côté, la philologie. Alors la philologie, dans l'idée de Vico, c'est l'étude des textes anciens, notamment des textes qui parlent de l'Antiquité, surtout romaine, grecque et romaine, mais surtout romaine. Donc pourquoi l'étude des textes ? Pour voir comment les sociétés ont vraiment réagi dans la réalité. Et il dit, voilà, d'un côté, effectivement, des abstractions, la philosophie pour atteindre le vrai, mais le verum, mais d'un autre côté, la philologie pour atteindre le certain, le certum. Et il dit, lorsqu'on arrive à faire coïncider le verum et le certum, alors là, on sait où on va. Voilà ce que nous dit Vico. Et il prend le contre-pied des auteurs français qui, eux, sont dans les abstractions. Mais ça, ce sera de manière générale une caractéristique des Lumières italiennes de se méfier des abstractions. Vous voyez, on en revient à des choses dont nous avons déjà parlé, qui font placer finalement la Corse et la pensée politique corse plutôt du côté des Lumières italiennes et de ce qui en a découlé. Alors, donc, vous avez une double source de la politique italienne, de la politique paolienne, c'est bien sûr la formation et les lectures italiennes de Paoli, mais c'est également le fait de prolonger la doctrine antérieure du droit naturel des théologiens corses. Alors, ce sont des choses qui sont effectivement pas toujours très faciles à concilier, parce que d'un côté, la théorie du droit naturel de saint Thomas, et de l'autre, la tradition italienne. Bon, c'est aussi Machiavel. Machiavel qui est un auteur essentiel.
Alors là, on voit que dans la politique paolienne, et puis dans la pensée politique corse aussi, il y a cette tension entre finalement un héritage chrétien et un héritage de réalisme machiavélien, qui ne font pas toujours bon ménage. C'est une tension, c'est un équilibre, et on retrouve cet équilibre dans la politique paolienne. Bon, il fait des références constantes, bien sûr au texte sacré, mais également à Machiavel, et en toutes lettres. Donc, sur le plan pratique, Paoli mettra en place une politique éducative, nous l'avons dit. On ne trouve pas la moindre trace des abstractions qui sont chères aux Lumières françaises, mais plutôt des équilibres dans les pouvoirs. Donc, ça, c'est la politique paolienne à l'œuvre. Paoli a essayé de trouver un régime mixte. Alors, le régime mixte, c'est-à-dire un régime qui ne soit... Ça, c'est la fameuse typologie d'Aristote repris par Thomas d'Aquin, c'est-à-dire le régime monarchique, le régime aristocratique et le régime démocratique. Et Thomas d'Aquin, lui, dit qu'il faut à la fois un chef prééminent, donc ça c'est un élément de régime monarchique, mais qu'il faut également des chefs subalternes, ça c'est le régime aristocratique, et il faut que ces chefs soient désignés par le peuple et que chaque membre du peuple puisse devenir chef. C'est Thomas d'Aquin qui dit ça. C'est quand même au XIIIe siècle, il fallait l'écrire, hein. C'est quand même une des bases de la démocratie. Et finalement, on voit bien que dans la pratique, Paul il cherchera à mettre en œuvre un régime mixte, comme il l'a sans doute hérité de Thomas d'Aquin et puis aussi de Polybe, dont il était un grand lecteur. Alors, Paoli lit Polybe, mais il lit aussi tous les autres auteurs de l'Antiquité, Tite-Live, Plutarque. On le voit dans ses correspondances, il cite sans cesse ces auteurs. Et évidemment, ce faisant, il imite Vico et Genovese, c'est-à-dire ses maîtres. La politique religieuse de Paoli, elle est conforme à l'enseignement des théologiens corses et elle est conforme à Genovese. La tolérance, alors ça c'est très intéressant aussi, la tolérance à l'égard des Juifs, parce que Paoli fait venir des Juifs de Livourne. Mieux, il intègre les Juifs à son système politique. Bon, aujourd'hui, tout le monde trouve ça tout à fait normal, mais n'oubliez pas que nous sommes au cœur du XVIIIe siècle. C'est quelque chose de révolutionnaire ce qu'il fait. Bon, la fameuse affaire du Juif de l'île Rousse, c'est-à-dire que son administration lui fait savoir qu'il y a un Juif à l'île Rousse qui désire voter. Alors on interroge le chef de l'État pour lui dire « Mais est-ce qu'il a le droit de voter? Il est juif, il n'est pas comme nous, il n'est pas chrétien. » Et Paoli répond « Mais bien entendu qu'il a le droit de voter, c'est un honnête homme, il est installé chez nous, eh bien, il a le droit de voter. » Et il ajoute, Paoli, « En Corse, la liberté ne consulte pas l'Inquisition. » Vous voyez cette liberté vis-à-vis, je dirais, de la doctrine et cette attitude, je dirais, vraiment latitudinariste à l'égard du dogme, c'est aussi une caractéristique de la politique paolienne. Bon, on trouve, je vous l'ai dit, Machiavel dans sa pratique politique, c'est vrai. Il l'assume très bien. On voit dans sa correspondance, il écrit. Machiavel, il y a les deux côtés. Il y a le côté républicain du discours de la première décade sur la première décade de Tite-Live. C'est le Machiavel républicain. Et puis après, il y a le Machiavel du prince, qui est un peu plus, il sent un peu le soufre. Et Paoli assume les deux versants. Paoli est républicain. Paoli cite, par exemple, Machiavel sur la fameuse parabole du lion et du renard. C'est une parabole machiavélienne. Il faut être parfois renard, c'est-à-dire rusé, et parfois lion, c'est-à-dire féroce. Et Paul, il le dit dans une lettre à Casabianca, je crois, il faut que je sois parfois lion et parfois renard. Il dit à Casabianca, « Toi seul peux salutairement diviser ce village en deux parties. » Ça, c'est le divise pour régner de Machiavel, c'est divide et impera. C'est manifestement la partie la plus controversée de Machiavel, que Paoli assume dans ses correspondances. Donc, il est machiavélien, c'est vrai, et y compris dans ce versant-là. Alors, Antoine-Marie Graziani, l'historien, a observé que chez Paoli, la raison d'État à l'uso Machiavelli, même si la raison d'État, c'est surtout une notion qui a été mise en place par les commentateurs de Machiavel. Donc, Antoine-Marie Graziani, disais-je, nous dit que chez lui, la raison d'État est adoucie par la notion de bien commun et d'union commune. Alors, cette notion de bien commun,
elle lui vient pas du côté italien, elle lui vient du côté de Thomas. Enfin, elle ne vient pas du côté de la tradition politique italienne, mais elle vient du côté de Thomas. Le bien commun, effectivement, c'est quelque chose qui est au centre de la doctrine thomiste. Hein. Dans la Somme contre les gentils, Thomas nous dit « Le bien de la communauté est plus divin que celui de l'individu ». Bon, c'est une notion très importante. Donc, alors, on voit cette tension chez Paul entre pensée thomiste et réalisme machiavélien. Alors, c'est intéressant de voir rapidement qu'est-ce qu'a pu donner cette pensée politique après Paoli, immédiatement après Paoli, et notamment chez quelqu'un dont vous avez sans doute entendu parler, Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, alors on nous dit, oh, mais lui, il a été élevé en France, il a été éduqué en France, donc c'est Rousseau. Bon, c'est pas ce qu'il dit lui-même. Lui, il dit que Rousseau, à partir de l'âge de 16 ans, il n'a plus voulu en entendre parler. Il dit d'ailleurs, l'homme sauvage est un chien. Et il dit, j'ai été dégoûté de Rousseau parce que lorsque je suis allé en Orient, il dit cela à un moment donné, il dit, je me suis rendu compte que l'homme sauvage est un chien. Bon, on le laisse libre de son appréciation. Toujours est-il que Rousseau, disons qu'il s'en est écarté très vite, Napoléon. Marie-Thérèse Avonsoletti, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ces questions, a proposé, elle, déjà depuis quelques années, d'établir une filiation entre Paoli et Napoléon. Et elle distingue 3 points communs. Premièrement, elle nous dit la responsabilité du chef d'État devant le peuple, et elle nous dit ça deviendra un des critères du bonapartisme. Elle nous dit ça, c'est un concept qui est étranger à la France continentale, je cite Marie-Thérèse Avonsoletti. Elle dit ça sort du généralat de Paoli, dont Napoléon Bonaparte est l'héritier. Et cette remarque nous paraît assez judicieuse, effectivement. Au moment où Napoléon applique cette doctrine lui vient probablement de la Corse et de Paoli en particulier. Sur le plan religieux, nous dit Marie-Thérèse Avonsoletti, deuxième point, il y a une inversion du principe suivant lequel le peuple suit la religion du chef d'État, parce que c'était le principe à l'époque. Et elle nous dit, Marie-Thérèse Avonsoletti, en Corse sous Paoli et en France sous Napoléon, c'est le contraire. C'est le chef d'État qui s'applique à la religion majoritaire. C'est quelque chose qui nous paraît assez opportun, effectivement, de relever. Enfin, troisième point, Marie-Thérèse Avonsoletti nous parle d'une action résolue en faveur de la réconciliation et de l'union nationale. Alors, c'est vrai que cette notion de réconciliation et d'union nationale, on la trouve chez Paoli, et puis on va la trouver chez Napoléon. Oui, effectivement, ça nous paraît une bonne observation à cette nuance près, c'est que pour Paoli, comme pour Napoléon, la réconciliation, la magnanimité, le pardon, etc., bon, c'est une fois qu'on a gagné. Paoli ne va pas immédiatement être dans cette logique d'union nationale. Paoli va conduire une guerre civile quand même au moment de la prise du pouvoir contre Mâtre. Et ensuite, il va chercher à obtenir cette union nationale. Donc là, on est vraiment dans les idées machiavéliennes. Et encore une fois, c'est ce que je dis, ce n'est sans la moindre nuance péjorative. Machiavel parle de l'esprit du temps, la qualità dei tempi, dit Machiavel. Et donc, il n'y a pas une recette pour tous les temps. Il faut saisir le moment pour faire quelque chose. On ne fait pas quelque chose à n'importe quel moment de la même manière. C'est le fameux kairos des Grecs. Et donc, il y a un temps pour la guerre, y compris la guerre civile pour Paoli. Et puis, il y a un temps pour l'union. Et donc, il y a ces cycles qui reviennent. Et ça, c'est une idée que l'on trouve bien sûr chez Machiavel, mais chez Polybe et chez nombre d'auteurs italiens. Et Paoli va faire ça. Et Napoléon va faire ça. Et lui, avec des nations. Il va faire la guerre, et puis ensuite, il va chercher la réconciliation, la paix, etc. Mais c'est vrai que l'observation de Marie-Thérèse Avonsoletti paraît tout à fait opportune à cette nuance près, c'est que ça n'est pas d'emblée l'union. Il n'y a pas une recherche obsessionnelle de l'union à toutes les époques, que ce soit de la part de Paoli ou de la part de Napoléon. Alors, outre ces points, on pourrait relever d'autres points communs. La place centrale de l'éducation, oui, la place centrale de l'éducation chez Paoli, on le sait, nous sommes ici dans l'université de Paoli, mais chez Napoléon est l'organisateur de l'université française. Alors, les spécialistes actuels de Napoléon
comme par exemple Jean-Olivier Boudon, qui était ici la semaine dernière, nous disent, notamment dans un article qui s'appelle « Napoléon, organisateur de l'université ». Alors Jean-Olivier Boudon nous dit, mais parce que Napoléon est lecteur de l'esprit des lois de Montesquieu. Et il sait que l'éducation, c'est important pour inculquer aux enfants l'amour de la patrie. Bon, oui, il a sûrement lu ça aussi, ça, dans l'esprit des lois, oui. Mais ça peut lui venir aussi de Paul, qui pense exactement la même chose de l'éducation, à la fois comme, je dirais, comme moteur de l'émancipation et puis aussi comme moteur du sentiment patriotique. On voit les discours donc de l'université de Corse de l'époque, on voit bien qu'il s'agit aussi d'inculquer l'amour de la nation. Donc là, je pense qu'il faudrait recentrer vers la Corse, peut-être cette idée. Sur la politique religieuse, Napoléon a rendu sa place à la religion catholique. C'est lui qui a fait à nouveau sonner le bourdon de Notre-Dame, il a signé le Concordat, et puis c'est tout. Il n'est pas du tout dans la logique révolutionnaire française sur ce point-là. Il met un terme même à la révolution d'une certaine manière, et en tout cas, s'agissant de la question religieuse. La tolérance à l'égard des Juifs, ça c'est un aspect très connu de la politique de Napoléon Bonaparte, qui peut lui venir effectivement de son expérience de l'histoire paolienne. Oui, tout n'est pas, je dirais, dans cette politique de Napoléon à l'égard des Juifs, tout n'est pas tout blanc ou tout rose. Mais je crois que lorsqu'on regarde ce qui a été fait, il y a quand même des efforts pour intégrer les Juifs donc à l'État français de l'époque, comme cela n'avait jamais existé dans aucun pays. Donc Napoléon, de ce point de vue-là, a mis ses pas dans les pas de Paoli, très très probablement. Et puis Machiavel. Machiavel, c'est encore un point commun essentiel. Alors Machiavel, à Napoléon, je ne sais pas, Thierry Lenz, dans sa nouvelle Histoire de l'Empire, nous dit « Le prince de Machiavel, bien qu'écrit bien longtemps avant sa naissance, le prince semble avoir été écrit pour Napoléon. » Oui, mais ça, Machiavel, ça ne lui vient pas de la France, ça ne lui vient pas de son éducation française, ça lui vient de la Corse, de toute évidence. Alors, voilà, on pourrait bien entendu développer davantage ce point, parce qu'il y a d'autres aspects de la politique de Napoléon Bonaparte qui sont reliés directement à la Corse. Bon, ça n'a pas échappé d'ailleurs aux auteurs français. Napoléon se comporte comme un chef de parti, un chef de clan, diraient les Français, un chef de parti. D'ailleurs, dans Les Déracinés, Barrès, dans le chapitre sur la visite au tombeau de Napoléon, parle de Napoléon en disant « un chef de clan du pays corse ». Oui, c'est vrai, ça a été un chef de clan avant d'être un empereur, et peut-être même qu'il est resté chef de clan, chef de parti, après avoir été couronné empereur. Le sens de la communication aussi. Bon, on voit par exemple Paoli avec son journal officiel, les Raguali, avec la justification. Paoli qui écrit à un de ses proches « Si tu vois la guerre que fait la presse aux Génois », il veut dire ma presse aux Génois. Et il explique donc qu'il fait paraître... C'est quelque chose de très moderne à l'époque. Quelque chose... Napoléon, avec le bulletin de la Grande Armée, par exemple, va s'inspirer aussi de cela. Bon, le bulletin de la Grande Armée qui ne disait pas que des vérités, même. Il y a une expression française, une locution qui est restée, menteur comme un bulletin. Bon, mais enfin, en tout cas, c'est de la propagande, c'est de la communication. Et ça aussi, Napoléon l'a peut-être tiré de son expérience corse, en tout cas. Il est évident que si Napoléon Bonaparte n'a pas tiré toute sa culture politique de la Corse, parce qu'effectivement, il a aussi été au contact de Rousseau et au contact des inspirateurs de la Révolution française, mais pour une bonne moitié, au moins, de son éducation politique, de sa pensée politique, eh bien, c'est la Corse qui, manifestement, l'a inspiré. Voilà, alors, j'ai pris cet exemple de Napoléon parce que c'est quelque chose aussi qui nous intéresse, qui doit nous intéresser. Peut-être faut-il, à cet égard, plutôt que de continuer à opposer les deux figures, chercher ce que ces deux figures peuvent avoir de relation avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Je crois que la pensée politique corse, on la retrouve chez ces grands personnages, mais on la retrouve à toutes les époques, chez tous les politiques. Bon, alors aujourd'hui, je me disais, bon, c'est vrai, Paoli en 2007, mais même bien avant.
Je ne sais pas si vous vous souvenez du docteur Jago, mais évidemment, les plus anciens s'en souviennent forcément. Les plus jeunes, c'est moins évident. Qui a été un homme politique, donc un chef de clan, on dit. Voilà. Il se réclamait de Paoli. À une époque où ce n'était pas trop à la mode, il se réclamait de Paoli. Bon, donc les journalistes français étaient très étonnés de voir un député, un chef de clan pour la France, voilà, se réclamer de Paoli, oui. Bon, et Paoli n'a pas cessé de planer sur le paysage, au-dessus du paysage politique corse depuis des siècles. Depuis des siècles. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il est encore plus présent. Il est encore plus présent à travers notamment l'expansion des idées qui ont été les siennes. Donc aujourd'hui, il y a certainement, et je conclurai ainsi le propos, il y a certainement beaucoup de choses à rechercher sur les sources de la pensée politique corse, notamment telles qu'elles ont été concrétisées par la Révolution de Corse et ceux qui ensuite ont présidé aux destinées de notre pays. Il y a certainement des choses très intéressantes à découvrir sur ces sources. Il y a certainement aussi des prolongements à rechercher jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi, je crois, des enseignements à tirer de ce que nous avons été, de ce que nous continuons à être, pour décider de ce que nous serons demain. Donc là aussi, l'histoire des idées politiques, c'est une manière aussi de regarder l'avenir et pas seulement de se tourner vers le passé. Je vous remercie.